Gramsci a inventé un mot qu'il n'a pas inventé, il a repris plutôt à Renan une formule magnifique pour dire que ce dont il était question, c'était une réforme intellectuelle et morale qui devait avoir pour destinataire, mais aussi pour sujet actif, les masses populaires, pas seulement la classe ouvrière, mais ce qu'il appelle les subalternes. D'ailleurs, je trouve que cet élargissement des masses aux subalternes est extrêmement intéressant. Elle correspond assez bien à la situation moderne, en raison précisément de l'éclatement, de la fragmentation de la classe ouvrière et de l'ajout par les processus de prolétarisation de subalternes qui ne peuvent jamais relever la tête et qui ne peuvent pas être inventeurs de culture, tant les questions de subsistance sont dominantes. Réforme intellectuelle et morale, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut refaire, non seulement reformer, au sens fort, de donner une forme nouvelle à l'intelligence populaire, parce qu'il parle du sens créatif de l'intelligence populaire. Et il affirme que tout homme est philosophe. Il y a chez Gramsci, même si la discipline joue beaucoup, il est léniniste, même si le parti doit exiger d'accord des volontés, il a toujours cette idée que s'il n'y a pas à un moment une acceptation populaire sincère et un retour spontané de cette acceptation, les choses ne marchent pas. La réforme intellectuelle et morale a donc pour fonction de prendre ces paysans, ces ouvriers, ces petits employés, ces petits intellectuels, de les prendre, de les mettre en mesure de comprendre le monde dans lequel ils vivent. La réforme intellectuelle et morale ne peut pas être la prédication de principes éthiques ou religieux, aime ton prochain, agis de telle manière que la maxime de ton action puisse être universalisée sans contradiction, comme le dit Kant et comme le répète le libéralisme à longueur d'année. Non, il faut que cela se traduise donc véritablement par des actes. Réforme donc de l'entendement et réforme qui veut dire que la capacité de comprendre sera développée. Et pour cela, il faut donc qu'on réduise la différence qui sépare les simples et ceux qui ont la capacité, par leur métier, par leur formation, de mieux manipuler les idées et d'avoir plus de connaissances à leur disposition. La réforme intellectuelle et morale, elle doit rendre actifs les simples et les subalternes, mais elle ne peut le faire qu'en faisant appel à leur intelligence et en mettant cette intelligence en situation de se développer. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un circuit entre l'intelligence de ceux dont c'est le métier de comprendre, et un parti politique doit être un analyste de la situation. Un parti qui n'est pas un analyste, qui est un parti de slogan ou de mot d'ordre, n'est pas un parti politique. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de ce point de vue. Analyse de la situation, appropriation de cette analyse par les masses et en même temps retour. Et transformation morale, morale, ça ne veut pas dire quelque chose de moraliste, ça veut dire que des gens qui étaient dans la passivité et la subalternité, qui ne pouvaient plus vouloir, qui étaient impuissants, qui désespéraient, peuvent vouloir, et peuvent vouloir ensemble. Alors c'est la volonté commune. Eh bien, c'est de ça dont il est question dans la réforme intellectuelle et morale que Gramsci pense être le moyen fondamental de l'hégémonie, de la conquête donc d'une grande masse d'individus et de classes et de couches sociales dans la société civile. Et cela passe par la transformation de ces appareils qui structurent la société civile. Et Gramsci invente un concept, les appareils d'hégémonie. C'est une chose extraordinaire que les appareils d'hégémonie. L'appareil d'État n'existe pas comme appareil de répression, il existe sous la forme aussi des appareils d'hégémonie qui, dans la société civile, là où les gens vivent, dans la vie quotidienne, finalement, sous les multiples formes de la vie quotidienne, donc vont nourrir des représentations, former des projets, éprouver des sentiments, des émotions et vivre des valeurs. Les appareils d'hégémonie sont là, en quelque sorte, pour accorder, produire un entendement conforme à la volonté de ceux qui sont dirigeants et dominants. Les appareils d'hégémonie sont donc ces appareils qui structurent la société civile, qui impliquent des institutions, des pratiques, des représentations, et Gramsci accorde un sort spécial à deux appareils principaux. L'école, sur lequel on reviendra peut-être, mais surtout la presse. Il a parfaitement vu que les médias, la communication étaient un lieu où se produisait une culture, où elle se diffusait. Et il a très bien compris que les classes dirigeantes avaient joué le jeu de se réserver pour elles la haute culture, en se donnant une presse souvent très bien faite. La presse italienne quotidienne était de qualité. Et en laissant aux masses une presse de distraction, une presse du cœur, qui n'avait pas pour objectif de transformer leur sens commun et qui avait pour objectif véritable de les maintenir dans un état de subordination morale et politique.
Gramsci a parfaitement compris l'enjeu et il a donc introduit une analyse dans un cahier spécial consacré au journalisme et il montre qu'il ne faut pas mépriser la presse à tout venant, mais qu'il faut simplement lui donner du sérieux, de lui donner des rubriques où les phénomènes historiques, les combats d'idées soient présents, en même temps aussi que ce qui peut être élément de divertissement ou élément plus large de consommation populaire. Il n'a rien contre, mais il s'agit de la réformer. Et il insiste beaucoup pour que cette presse populaire soit en liaison avec la presse, disons, plus spécialisée, les revues qui sont des intellectuels organiques, ces revues théoriques qui sont plutôt destinées donc aux intellectuels engagés ou aux intellectuels qui luttent, mais qui doivent être soucieuses de pouvoir être traduite dans le langage des simples. Alors, de ce point de vue, Gramsci va très loin, puisqu'il fait non seulement les distinctions que j'ai faites entre les deux types de journaux, les deux types de revues, mais il montre que c'est un travail proprement politique que de pouvoir, en quelque sorte, prendre au sérieux les nouveautés culturelles et d'analyser les choses. Et il forme une idée tout à fait spéciale, celle du journalisme intégral. Et il reproche à la presse, disons, dominante, au fond, de s'accommoder, de jouer la différenciation des simples et des cultivés, alors que le journalisme intégral doit avoir toujours pour objectif, exactement comme la politique, de réduire l'écart entre les simples et ceux qui sont instruits, entre les dirigeants et les dirigés, et que pour cela, il faut faire confiance à leur capacité d'assimilation critique. Et c'est ainsi que lui-même a pratiqué, en tant que journaliste, cet effort d'éducation populaire dans tous les journaux où il a pu travailler. Et il a travaillé dans de nombreux journaux, puisque ça a été d'abord sa fonction, avant d'être dirigeant et reconnu pour ses capacités exceptionnelles. Il a été un journaliste à l'Avanti, au journal du Parti socialiste à Turin, puis ensuite dans les journaux communistes, comme l'UNITA, après la scission du Parti socialiste et du Parti communiste. Et entre-temps aussi, Gramsci a eu deux expériences de journalisme que l'on peut mettre rétrospectivement sous la rubrique de la réforme intellectuelle et morale et de l'hégémonie. Le premier de ces journaux est un journal qui a été édité par la Fédération de la jeunesse socialiste de Turin avant la scission et qui s'appelle La Città Futura, la Cité Future. Et c'est dans ce journal, La Città Futura, que Gramsci essaie d'articuler toutes ces dimensions. Il y a eu un numéro unique, remarquable. Il y a eu aussi un autre journal culturel et politique, celui-là, mais qui, en quelque sorte, est au plus près des expériences du prolétariat italien, c'est le journal L'Ordine Nouveau. L'Ordre Nouveau, qui est le journal de qui? Eh bien, le journal des ouvriers italiens qui, dans les années 1919-1920, à la suite donc de grèves qui a réussi, après de grèves qui ont échoué, qui ont été violemment réprimées, la bourgeoisie italienne avait eu la main lourde, il ne faut pas l'oublier, et à cette époque, le parti fasciste était déjà en train de se former et recourt à la violence. Eh bien, ces ouvriers en grève ont demandé et obtenu de pouvoir faire une expérience de gestion en première personne des usines, des ateliers, et notamment à la Fiat à Turin. Et il y a eu donc une brève période où ces ouvriers se sont auto-organisés et ont pu montrer qu'ils étaient capables non seulement de diriger dans la production, ce qui veut dire qu'au fond, là, l'hégémonie, elle se construisait par la démonstration ou la monstration de la capacité technique et politique des ouvriers sur le terrain même de la production, ce qui devait s'élargir.